Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode, là, on est déjà mi-décembre, presque à la fin là, de la saison 3 déjà. On a deux beaux sujets pour vous. Là. On vous fait un instant économie et un au son de la cloche. Là. Deux sujets, vous allez voir, un peu liés aux énergies. Deux sujets qu'on avait, je pense, quand même mis de côté. Là. C'était dans notre banque de sujets depuis quelques temps. Et comme toujours, on a fait notre espèce de discussion préalable, notre processus de veto qui finalement a permis à ce que ces deux sujets-là puissent vous être présentés. Donc, encore une fois, là, je suis bien content de vous les présenter, j'ai bien hâte. Petite mention d'ailleurs avant que Gab tu fasses là, un petit topo là, comme toujours sur le disclaimer de l'épisode. Là. On salue, je te salue Gab pour la fin de ta période d'études et je salue également nos auditeurs qui sont peut-être en fin de semestre là, avant la période des fêtes. On sait que c'est toujours une période assez plaisante pour vous, donc je vous salue et je te salue Gab également qui, je Merci, vous dis merci. pour les derniers épisodes était un petit peu en mode un œil ouvert, un œil fermé pour l'enregistrer. Donc aujourd'hui, on le retrouve en pleine forme. Donc soyez prêts, chers auditeurs, à retrouver Gab. Le classique Gab et ses envolées de commentaires dans les sujets d'aujourd'hui. Merci JP, puis ouais, je ressors en tout cas envie en tout cas de cette période-là. Là, je dois t'avouer, c'est vrai que c'était pas facile en plus à enregistrer, puis de me concentrer sur 50 trucs à la fois. Là, donc là, bon, ça va aller. Et puis on vous souhaite avant tout aussi de joyeuses fêtes. J'espère que en tout cas ça va bien se passer. Puis on espère que en tout cas de là où vous vous trouvez, il n'y a pas de restrictions ou quoi que ce soit pour fêter Noël en famille. Je pense qu'il y a rien de plus plaisant quand même en fin d'année. Et c'est là où je me rends compte quand même aussi que tu te rends compte que ça fait quand même plus d'un an et demi quand même que le podcast est lancé. Et, Mhm. je trouve que ça reste notre petit bébé. J'en suis vraiment très très fier et très content de voir que ça plaît toujours autant et que bon, malgré il y a une petite baisse au niveau des stats, mais bon, c'est pas très grave. Moi, ce qui compte, c'est qu'on fasse un contenu qui soit qualitatif, moi qui me plaise et je sais que toi, JP, tu fonctionnes comme ça aussi. Absolument. Et je sais qu'en tout cas, tu étais très motivé pour ces sujets-là, donc Absolument. Puis ça d'ailleurs, va. tu le notes bien, mais on prend pas vacances d'ailleurs pour le restant d'ici la fin de l'année. Là. Donc vous allez encore avoir au moins, à part l'épisode qui s'en vient, deux autres épisodes d'ici la fin de la saison 3 qui est la fin de l'année 2021. Là. Donc vous allez pouvoir nous écouter en période de fête. En espérant là, bien évidemment que si vous avez des déplacements à faire, soyez prudents, mais écoutez-nous pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe pour clôturer cette magnifique année financière. Et peut-être le disclaimer, Gab, avant de nous lancer par la suite dans le premier sujet, même si on est peut-être moins axé là, sur des éléments listés d'une certaine manière là, aujourd'hui. Là. Oui, exact. Puis vous savez, comme toujours, le podcast, ça a des fins, on va dire, éducatives, à des fins fun. Ça représente que notre opinion, évidemment, ce qu'on dit dans le podcast. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle à prendre telle ou telle position ou tel choix financier. On invite toujours évidemment à prendre contact avec un expert sur des questions en particulier sur un sujet en tout cas qui concerne vos finances personnelles. Lui seul aussi aura le droit aussi de pouvoir évidemment vous donner son opinion de professionnel. Comme tu sais quand tu vois des vidéos par exemple sur le système judiciaire par exemple, bah c'est pas parce que tu es avocat, c'est à des fins comment dire pédagogiques. Puis encore une fois, l'opinion d'un expert parfois est nécessaire, je pense, surtout si c'est très très spécifique là pour le coup. Effectivement. Donc, partons ça en force. Là, premier segment aujourd'hui, l'instant économie. Parfait. Donc, le sujet, effectivement, Gab, tu l'as mentionné en prémisse, là, que j'attendais Ah quand oui. même quelques temps. Là, Ah que ça j'ai, je te confirme, ça fait plusieurs c'était, semaines qu'il le demande, donc c'était un vraiment. sujet sur les planches à chaque année qui avait malheureusement un X à côté de son titre d'ici à aujourd'hui officiellement. Là. On enregistre en date du dimanche. Gab a vu la grande victoire en F1 de Max Verstappen, donc il se sentait vraiment ouvert d'esprit sur le fait de pouvoir accepter mon magnifique sujet. Donc on veut vous parler de l'évolution du réseau électrique. C'est un sujet, je trouvais, qui a quand même beaucoup de points intéressants à parler. On avait fait quand même quelques sujets également là, sur à la fois les énergies renouvelables. On en avait fait un premier segment, si je me souviens bien. On parle également souvent du pétrole. Vous allez voir la petite prémisse de ce qui s'en vient également dans la deuxième partie de l'épisode. C'est quelque chose, je trouve, qui est assez important et qui évolue vraiment à grande vitesse présentement.
La logique de vous parler aujourd'hui de l'évolution du réseau électrique, c'est un peu dans la même trame que ce qu'on vous parlait au niveau du projet d'infrastructure de Biden. On vous a parlé également lorsque ça arrivait en live là, ou dans les périodes où on enregistrait là, les fameux événements climatiques majeurs. On peut penser aux ouragans qui ont eu lieu cette année, là, dont le fameux ouragan Ida là, en août 2021 là, qui a shut down complètement la ville de la Nouvelle-Orléans. Donc le réseau électrique a planté complètement. En fait, pour information, il y a une tour qui est tombée dans le Mississippi et qui a fait complètement... La ville a pris, je pense, 3-4 jours avant d'avoir du courant à nouveau. On peut parler des inondations en Colombie-Britannique qui se passent présentement, là, qui ont un problème d'envergure sur le réseau canadien, qui était un réseau pourtant très stable et fonctionnel il n'y a pas si longtemps que ça. Et on peut parler aussi des tornades présentement qui a eu lieu là, il y a de cela quelques jours dans la fameuse Tornado Alley aux États-Unis, qui à la fois, à force de juste détruire des villes, a également mis à mal le réseau de ces États-là. Donc c'est pour montrer qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes, à la fois au niveau de l'approvisionnement. Donc le réseau est un peu âgé et ne fonctionne peut-être plus aussi bien dans les réalités climatiques et même les réalités courantes qu'on connaît de nos jours. Et c'est également pour faire le point sur le fait que oui, l'approvisionnement va peut-être moins bien, mais l'utilisation est en hausse. La pandémie, tu l'as soulevé, Gab, ça fait très longtemps que la pandémie est en cours et l'utilisation n'a jamais été aussi élevée par foyer au niveau de l'électricité. Et c'est normal avec le télétravail, avec le fait de réduire les déplacements. Avant, il y avait des fameuses périodes qui étaient cycliques dans une journée. Les débuts de journée et les fins de journée, il y avait une hausse notoire de l'utilisation de l'électricité. Mais maintenant, c'est réparti dans une journée complète parce qu'on est de chez soi pour la majorité. Donc, on a vraiment un problème où le réseau est vraiment, comme je l'ai dit au tout début, mis à mal. L'approvisionnement n'est plus aussi efficient, n'est plus aussi stable qu'on le voudrait. Et de l'autre côté, l'utilisation est en hausse. Donc, clash offre-demande classique, d'où la logique de l'instant économie, pour une ressource et pour quelque chose comme l'électricité qui est au cœur, c'est ça que j'ai mis dans les notes, mais c'est littéralement au cœur de nos vies. On enregistre un podcast présentement et on prend pour acquis qu'on a de l'électricité pour l'enregistrer, on a de l'Internet pour le publier. Mais si c'était soudainement plus le cas, où est-ce qu'on s'en irait? C'est là que je trouvais qu'il y avait une énorme pertinence à vous en parler aujourd'hui et surtout pour vous faire une espèce de petite logique sur où est-ce qu'on s'en va. Qu'est-ce qu'on a présentement? Et ça, Gab, je vais te laisser la parole sous peu là-dessus pour que tu puisses peut-être faire les prémices de c'est quoi la structure du réseau actuel. Où est-ce qu'on en est sur les fondements de l'énergie qu'on a qui nous permet justement de vivre au jour le jour. Mais le point clé dans tout ça, et vous allez le voir, c'est présentement, l'énergie est fonction du fait qu'on n'a pas une grosse capacité de stockage. Donc, ce qu'on utilise a été produit il y a de cela quelques minutes, dépendamment du transport et tout. Là, on ne va pas tomber dans les détails là-dedans, mais techniquement, on produit l'énergie, elle est utilisée. C'est tout simple que ça. On a de la difficulté à la stocker, à faire du storage d'énergie, ce qui rend tout ce réseau-là critique. Sans le réseau, sans le stockage, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça aille du point A au point B, sinon ça n'est plus opérationnel. Donc, c'est vraiment la logique qu'on doit maintenir, qu'on doit se souvenir. Et on doit également essayer de voir un petit peu plus clair sur quelle est cette utilisation-là et comment fonctionne le réseau actuellement. Puis peut-être, Gab, tu peux nous présenter les différents fondements, les différentes bases du réseau électrique qui commencent avec les énergies non renouvelables, le bon vieux nucléaire, le charbon et le gaz naturel qui sont le cœur du réseau. Mais je te laisse peut-être la parole là-dessus pour peut-être faire une petite intro également si tu veux, puis nous décortiquer un petit peu le non renouvelable de notre magnifique réseau. Ouais, c'est ce qui est assez rigolo et je trouve ça bien que tu aies mentionné... Enfin, c'est pas très rigolo d'ailleurs en passant, mais tu m'excuseras. Je trouve ça bien que tu aies mentionné précédemment que 2021, ça a été une année très particulière pour l'industrie de l'énergie. On le sait qu'il y a eu pas mal de volatilité aussi sur les cours des énergies fossiles, chose qu'on va détailler d'ailleurs un peu plus tard, vous allez voir dans l'autre segment. Mais les énergies fossiles ont été volatiles, les énergies aussi renouvelables ont été très volatiles au niveau du cours. C'est vrai qu'il y a une demande qui est très accrue. La relance de l'économie en 2021, après une année 2020 en roller coaster, j'appellerais ça comme ça, a fait qu'aujourd'hui, là, tu as besoin, tu as une inflation qui tourne effectivement et qui est qu'on appelle supply driven, tu vois, qui est supply pool, c'est-à-dire que tu as cette relance de l'économie, c'est le fait que les usines recommencent à retourner après des mois d'arrêt, ça fait que effectivement, ça t'a une pression évidemment à la hausse sur les énergies de manière générale. Je trouve ça bien que tu aies mentionné aussi que 2021 aussi, il y a eu d'autres événements et je trouvais ça drôle. Tu as bien mentionné là, il y a quelques jours dans l'état de l'Oklahoma puis du Kansas, qui sont des états connus justement pour les fameuses tornades, dans la fameuse Tornado Alley. Faut pas oublier qu'il y a eu aussi une crise en février de cette année au Texas. Tu te souviens, il y a quelques mois,
Le Texas a été complètement coupé en électricité alors que les températures étaient juste en dessous du négatif, ce qui est très rare dans cet état qui est d'habitude très chaud là. En tout cas, le Texas est connu quand même pour être un état plus chaud que, par exemple, je sais pas, le Vermont, par exemple, ou le New Hampshire, qui sont des états beaucoup plus froids où on a des conditions climatiques similaires, par exemple, au Canada. Euh, et donc, le premier gel a fait que bon, la grille texane était complètement déconnectée du réseau de reste des États-Unis qui, rappelons-le, fonctionne un peu en est-ouest. Tu as la grille de l'ouest qui est plus, par exemple, de la Californie jusqu'au Colorado. Puis la grille de l'est qui est plus, par exemple, du Kansas, par exemple, jusqu'à New York, et est connectée, par exemple, aussi par exemple, au Canada, qui est un très gros producteur, d'ailleurs, électrique. Souvent, les gens, justement, se souviennent de ça aussi. En tout cas, le Canada est une très grande puissance énergétique, surtout pour les énergies renouvelables, pour une raison simple, c'est que bon, on a un pays qui est tellement rempli d'eau et évidemment de lacs et de territoires. Et de dénivellation, hein. Exact, et de territoires très isolés où, si tu veux, où il y a pas de population permanente. Bah, c'est un climat parfait, si tu veux, pour faire de l'hydroélectricité, qui est, je pense, une des très grandes richesses, en tout cas de notre belle province du Québec, c'est le cas. Et c'est une très grande fierté, je pense, aussi pour les gens ici. Je m'évapore, tu vois, je sors malheureusement un peu trop parfois des sujets. S'évapore comme l'eau de nos barrages qu'on ne désire pas qu'elle s'évapore, parce qu'il faut qu'elle passe au travers des turbines, mais ça, on va pas faire un petit cours de création d'électricité aujourd'hui, Gab, effectivement. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a mentionné, donc l'hydroélectricité, c'est vrai que c'est un gros avantage, je dirais, de l'Amérique du Nord, donc surtout avec par exemple la production de l'apport, par exemple, du Québec et de l'Ontario et des provinces de l'Ouest canadiennes. C'est par contre une ressource qui est très variable. Et comme tu as surtout une très grande distance entre les lieux de production et les lieux de consommation, et que l'énergie électrique est difficilement stockable, on n'a pas de système de batterie comme tu peux avoir sur ton iPhone. Là. Ça marche pas comme ça. Ce serait trop beau. Et malheureusement, tu es dépendant de cette distance effectivement, qui se crée en fait, entre les lieux de production et les lieux de consommation. Et c'est vrai que tu as énormément de pertes donc, du coup, qui sont à déplorer sur le réseau, notamment, par exemple, dû à la distance de la consommation. C'est pour ça que... Ouais, pardon, excuse-moi. Non, vas-y, non, effectivement, mais j'allais dire justement, tu abordes presque une solution qu'on allait présenter au niveau de l'évolution des réseaux, là, mais non, on poursuit. Oui, exact. Et puis, juste pour terminer, puis je te laisserai la parole, parce que tu vois, je suis dans mes envolées lyriques parfois. Là, par exemple, c'est vrai que les États-Unis, évidemment, dans des fins de diversification quand même, et je pense aussi que de soutenir quand même évidemment leur demande électrique est beaucoup plus élevée que, par exemple, nous au Nord, étant donné que ils sont 330 millions maintenant, si je ne me trompe pas, ce qui est énorme par rapport, évidemment, au Nord qu'on représente aujourd'hui sur le podcast. C'est vrai qu'ils ont besoin d'autres énergies. Alors, le nucléaire, c'est vrai que ça a été une solution. Les États-Unis ont été un peu... Depuis la catastrophe de Three Mile Island, ils ont été un peu plus sceptiques. C'est vrai qu'il y a eu un mouvement anti-nucléaire très présent aux États-Unis, beaucoup plus, je pense, que dans d'autres pays. Et tu le sais bien, la catastrophe de Tchernobyl et de Fukushima, par exemple, plus récemment, ont quand même mis un coup d'arrêt, je pense, à l'expansion du nucléaire aux États-Unis. Et c'est pour ça que tu as une relance, étrangement, d'énergie non carbonée, tu vois, comme le pétrole, comme le charbon, qui sont, pour le coup, des énergies peu abordables, peu dispendieuses, en fait, en termes d'infrastructure. C'est moins cher que du nucléaire qui, pour le coup, construire un réacteur, ça prend plusieurs dizaines d'années. C'est assez compliqué, c'est une technologie qui aussi est assez complexe. Tu peux pas... en tout cas, sauf apparemment, Tchernobyl, ils la connaissaient pas assez parce que bon, on sait ce qui est arrivé. Et évidemment, on fera pas de blague là-dessus parce que c'est un peu horrible. Mais tu vois, c'est une technologie qui est très complexe et parfois le coût-bénéfice fait que malheureusement, les Américains, ils vont se tourner beaucoup plus sur du carboné que d'aller chercher, par exemple, sur du nucléaire qui, par définition, n'est pas carboné. Parce que les centrales nucléaires n'émettent pas de CO2 ou de gaz, de produits polluants. Mais par contre, elles font des déchets nucléaires qui, évidemment, sont beaucoup plus complexes, tu veux, à recycler. Tu peux pas mettre ça n'importe où, évidemment. Là. Effectivement. Puis, je pense que tu as fait une bonne prémisse à la logique là, ou à la structure des réseaux actuels. Puis je pense que l'exemple des États-Unis est un bon exemple parce que c'est presque celui qui va être le plus représentatif de ce qu'on attend d'un réseau normal. Donc, tu l'as dit, le nucléaire va être considéré comme étant le premier niveau pour deux raisons.
Parce que c'est souvent des centrales qui vont rouler 24/7, tu l'as dit. Là, c'est quelque chose qui est tellement long à mettre en branle et qui est tellement difficile à limiter ou à arrêter, sauf en cas de test. Là, et comme tu as dit, c'est malheureusement ce qui est arrivé à Tchernobyl, mais c'est le genre de ressources qui vaut la peine d'être maintenu stable et continu sur une période de temps. Donc c'est un peu la base de tout. De toute structure, de tout réseau, va être le nucléaire, ainsi que le charbon. Le charbon, tu l'as bien soulevé, c'est un peu la même logique, c'est des centrales qui sont très coûteuses à mettre en place et qui sont également très difficiles à faire partir et arrêter. Donc techniquement, on va vouloir les faire fonctionner le plus possible, créer justement la base de la demande ou de l'offre en fait, va être justement ces deux énergies-là. Aux États-Unis également, beaucoup le gaz naturel dans la même optique un petit peu. Là. C'est peut-être un petit peu plus flexible le gaz naturel que le nucléaire et le charbon, mais ça reste un petit peu la même logique. Donc ces trois énergies-là sont la base d'un réseau typique ou conventionnel, du moins dans un pays occidental. Et encore une fois, on peut se faire l'exemple des États-Unis parce que ça fonctionne relativement bien, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est là qu'on tombe dans justement la logique des énergies renouvelables et c'est là où les États-Unis tentent de s'améliorer, mais ont tellement de lobby au niveau des trois énergies que j'ai parlé au tout début que ça complique les choses. T'sais, si on veut compléter le gap qui existe entre la production qui est faite par le nucléaire, par le charbon et par le gaz naturel, ben on rentre en ligne par la suite le solaire et l'éolien. Le solaire et l'éolien aux États-Unis, ça va mieux, mais c'est pas encore parfait. C'est vraiment variable. On le dit. Tout est fonction soit du soleil, donc on s'entend qu'on n'a pas une capacité qui est toujours constante, même si on est aux États-Unis. Et l'éolien, tout dépend des vents, c'est pas non plus hyper stable. Donc on voit beaucoup de fluctuations et c'est ce qui est vraiment beau dans un graphique justement des sources d'énergie d'un réseau, c'est qu'on voit vraiment la base solide avec le non renouvelable, qui encore une fois apporte sa part de défaut. On va pas tomber dans un clash d'idéologie, bien évidemment, là-dessus. Par la suite, on voit le solaire et l'éolien qui viennent amener une capacité quand même assez impressionnante, parce que les parcs éoliens et les parcs solaires aux États-Unis, par exemple, il y en a de plus en plus, et ils sont de plus en plus efficients. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, mais c'est très volatile. Et tu l'as dit, Gab, le sixième niveau, si on peut dire, c'est l'hydroélectricité qui, aux États-Unis, fonctionne quand même un peu relativement bien, là, mais c'est quand même assez limité. C'est une énergie qui est quand même très efficace et tu l'as dit au Québec, c'est ce qui est à peu près la base de tout notre réseau. Là. Donc, ce que je voulais vous donner avec cette logique-là des 6 niveaux là, d'une bonne vieille power grid nationale, ça ressemble à quoi normalement? Comme tu l'as dit, Gab, c'est pas la même chose partout, bien évidemment. En Europe et tout dépendamment de l'expertise et bien évidemment des conditions. Là. Tout ce qui est solaire, éolien, hydroélectrique, ça se fait pas partout. Bien évidemment. Tout va dépendre du lieu. Mais c'est un peu ce qu'on a présentement dans les énergies accessibles, c'est ça. Le problème, on l'a dit, c'est que on peut pas en inventer d'autres. Il n'y a pas d'autres forcément. Il n'y a pas une réflexion qui est à faire sur comment est-ce qu'on peut faire d'autres types d'énergie. C'est davantage comment est-ce qu'on peut mieux soit storer cette énergie-là, ou bien mieux la transmettre. Et c'est là que les points de solution que je trouvais hyper intéressants à aborder, et c'était un petit peu la prémisse de tout notre épisode, de dire il y a des problèmes, voici c'est quoi les ressources qu'on a, c'est pas parfait, c'est pas uniforme à travers le monde, mais qu'est-ce qu'on peut faire globalement à l'échelle internationale, step by step, pour faire évoluer ce réseau-là, pour mettre en place des infrastructures à la limite là où on peut, pour améliorer les choses et justement pour réduire le gap qui existe entre l'offre et la demande, et aussi réduire cette variabilité-là qui fait en sorte que, tu sais, Gab, tu le sais très bien, si on arrive au mois de janvier et qu'il y a une bonne vieille tempête de verglas, ben ça se peut très bien que la magnifique ville de Latuc, par exemple, qui est au nord de la Mauricie, pour ceux qui sont intéressés ou ceux qui nous écoutent du Québec, pourrait se retrouver dans le noir pendant 3 jours parce que c'est hyper long se rendre là, et il y a à peu près 2-3 lignes électriques qui se rendent là. Donc ça montre à quel point on a des problématiques et il faut qu'on réduise le risque justement de ne pas avoir accès à l'électricité qui, tu l'as dit, est la base de tout, mais surtout de la relance qu'on a présentement et qui était la trame de 2021. Donc, je vais peut-être te lancer la balle, je vais introduire la première solution, puis je vais te lancer la balle par la suite, vu que je sais que tu as peut-être une opinion également à partager là-dessus. C'est quelque chose qui était dans une excellente vidéo de Wendover Productions, donc ceux qui sont intéressés, allez le voir. Très bonne chaîne au demeurant. Hein. Très très bonne chaîne effectivement, et je trouve qu'il apporte quand même la logique des véhicules électriques, là. Il pousse quand même l'idéologie au-delà de juste je me suis acheté une Tesla et je la roule, j'ai du plaisir, là. Et il présente la logique du phénomène, en anglais c'est EV to Grid, là, ou véhicule électrique vers réseau, qui est une manière de faire en sorte que les batteries qu'il y a par exemple dans une Tesla ou dans n'importe quel autre véhicule électrique qu'on a présentement ont une capacité de storage et aussi une efficacité dans le temps. Là, on s'entend, les batteries, ça perd de son efficience dans le temps, c'est officiel. Mais ces batteries-là sont tellement efficaces que techniquement, si une maison était branchée sur une Tesla, une maison moyenne, là, était branchée sur une Tesla uniquement pour obtenir ces ressources, ça serait, je pense, 2 à 3 jours d'énergie quotidienne qui pourrait être stockée dans une seule charge de Tesla qui serait utilisée, bien évidemment, pas pour aller rouler, mais juste pour charger une maison. Donc,
Le phénomène qui est abordé, c'est de dire justement, en cas de demande excédentaire, en cas de problématique où soudainement l'offre n'est pas capable d'aller rejoindre la demande pour un niveau électrique dans un pays, pourquoi ne pas utiliser et profiter un peu d'espèce de banque de storage qui va découler de l'avènement des véhicules électriques. Plus on va avoir des véhicules électriques sur la route, plus ces véhicules-là vont pouvoir permettre de renvoyer de l'électricité soit vers une résidence, ou bien un phénomène, puis je te passe la balle par la suite, Gab, qui est super intéressant de dire, ben si par exemple, moi je m'en vais au Walmart à côté pour brancher ma Tesla ou brancher ma voiture électrique en soirée par exemple, là où la demande est beaucoup plus faible pendant la nuit, et que le lendemain, lorsque je ne l'utilise pas, je retourne la brancher, mais que plutôt que ce soit la borne qui donne de l'électricité à mon véhicule, c'est mon véhicule qui donne de l'électricité à la borne. Donc de développer une capacité justement qu'il y ait un interchangement entre les bornes électriques et les véhicules pour qu'au final, une borne soit un point d'accès vers le réseau électrique à la sortie, mais également à l'entrée. Donc de rendre justement les véhicules électriques comme étant un septième niveau d'une certaine manière au niveau de la structure des réseaux électriques nationaux, c'est-à-dire c'est des banques de storage sur roues, par exemple, qu'on peut mettre et qu'on peut réinsérer dans le réseau lorsqu'on a besoin. Donc, c'est ce phénomène-là, puis on a d'autres solutions, bien évidemment, mais je te passe la balle sur celle-ci. Puis peut-être tu pourras parler, si tu veux, du deuxième, là, également, qu'on a dans les notes. Mais ça, j'avoue que ça a changé ma perspective de voir les véhicules électriques comme étant quelque chose d'autre que juste une belle innovation, un peu stylée, un peu trendy si on est en Californie et qu'on a une Tesla et qu'on a du plaisir à rouler, mais de le voir comme étant un point d'ancrage de l'évolution des power grids, moi, ça a vraiment changé ma vision des choses beaucoup, là. Ouais, et puis ce que je trouve intéressant avec ce concept-là, je dois t'avouer, j'ai appris ça quand tu as proposé le sujet, parce que encore une fois, tu étais motivé pour ça et maintenant je comprends mieux. Ce que je trouve assez intéressant, c'est cette logique de non seulement on a une grille qui est intelligente, c'est-à-dire qui va non seulement envoyer de l'électricité, mais aussi en recevoir, tu vois. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez novateur et c'est vrai qu'il y a eu quelques tentatives, par exemple, chez plusieurs personnes qui avaient, par exemple, leur propre éolienne. C'est vrai que souvent les gens se plaignaient qu'ils n'avaient pas le choix de revendre leur électricité. Ça peut être intéressant, c'est vrai, cette logique de push et de pull, tu vois, tu m'excuseras pour les anglicismes aujourd'hui, j'ai un problème avec ces deux termes-là, là, avec pull et push, mais c'est ce que je pense. Après, comme je te dis, c'est pas non plus un expert, loin de là, dans cette industrie-là, et je trouve ça très intéressant quand même qu'il y ait toujours de l'innovation, etc. C'est vrai que l'arrivée aussi alors là, tu vas me dire, ouais, c'est un peu... C'est pas très intéressant par rapport à ce que tu as parlé précédemment, mais même par exemple de compteurs intelligents, maintenant de plus en plus sur les réseaux, je trouve ça une technologie qui est hyper pertinente. Premièrement, ça permet d'économiser des coûts là, du type qui vient, il vient faire ton relevé de compteur pour pas grand chose. Je vois pas, je trouve que c'est d'un autre âge évidemment là. Aujourd'hui, bon, bah, les données se communiquent et je pense que le fait que tu aies aussi des données de consommation intelligentes couplées à du big data, c'est vrai que ça peut toujours être pertinente pour optimiser et essayer de voir aussi où est-ce qu'il y a des pertes, mettre de l'emphase aussi sur quand on est dans une logique où bah, tu as une demande qui est accrue, bah, d'essayer de ralentir cette demande en électricité parce que tu sais que bon, construire de l'infrastructure, de la demande, de la supply, ça prend du temps. Bah, autant faire en sorte que les gens consomment un peu moins. Et je pense que le fait de travailler aussi beaucoup sur l'isolation aussi sur des bâtiments, travailler sur des matériaux aussi de grande qualité. Là, tu vois, il y a quelques semaines, je t'en parlais justement. Maintenant, je peux en parler là, mais je vais pas citer évidemment exactement ce que j'ai fait par souci de confidentialité, mais tu vois, je travaillais depuis quelques semaines sur un travail dans l'industrie du bois, tu vois, qui est une industrie que je connaissais pas du tout et que j'ai trouvé hyper intéressante parce qu'aujourd'hui, tu as de l'investissement réellement sur du bois de très haute qualité et sur des matériaux qui sont faits à partir de bois, par exemple de l'OSB, qui est un espèce d'aggloméré de plein de copeaux de bois. Et bien ça, c'est des matériaux hyper intelligents et qui permettent justement d'éviter de consommer. Et c'est utilisé aujourd'hui de plus en plus dans des constructions, de nouvelles constructions, par exemple en bois ou même dans des matériaux... Donc je pense que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui avec la logique énergétique et surtout avec les énergies dites vertes et même non vertes, sur la logique de comment on fait des changements au niveau de l'énergie concrètement. Ben, je pense que c'est un ensemble de plein de facteurs et tu l'as bien dit.
c'est de contrôler la demande, l'offre, contrôler évidemment la capacité du réseau à bien pouvoir délivrer aux clients évidemment et aux consommateurs de manière efficace, et aussi faire en sorte qu'on fait des économies de manière générale, que ce soit monétairement, puis des économies évidemment en termes de quantité d'électricité qui est échangée sur le réseau, là. Ben exact. Puis tu sais, pour nommer un autre point qui avait été soulevé, puis que Hydro-Québec, là, notre fameuse compagnie étatique et d'électricité québécoise, est quand même très fort, c'est ce qu'on a parlé justement, étant glissé un mot, l'optimisation des systèmes de transport actuels. Tu sais, on va dire les vraies affaires pour ceux qui connaissent visuellement la géographie du Québec. Les barrages sont dans le grand nord du Québec de la province et les points urbains, les centres urbains sont tout au sud. On s'entend dans la grande région de Montréal. On est à plusieurs milliers de kilomètres du barrage qui permet à ce que le matin, là, on puisse partir de la lumière ou prendre notre iPhone et être bien heureux que la batterie est pleine pour lancer la journée, là. Donc, le fait d'optimiser les réseaux de transport et la logique que je trouve super intéressante, c'est justement d'intégrer beaucoup plus des réseaux de transport longue distance avec des lignes à haut voltage. Parce que techniquement, et si on tombe un peu en science, mais le fait d'avoir davantage de voltage en termes de transport réduit les pertes au niveau des déplacements. Donc si on a des lignes qui sont effectivement très dangereuses si on décide d'aller se mettre la main là-dessus, mais si ces lignes-là sont faites de manière assez linéaire, par exemple tu l'as dit, soit une ligne à l'ouest, une ligne à l'est, mais le fait de pouvoir transporter ça avec des voltages qui sont absolument irrationnels lorsqu'on entend le nombre de kilowatts, là, mais ça vaudrait la peine techniquement pour la logique que on peut faire des milliers et des milliers et des milliers de kilomètres sans perdre tant d'énergie que ça, plus le voltage est élevé. Donc il y a quand même aussi de l'optimisation qui est à faire là-dedans, plutôt que de faire des plus petits réseaux, des plus petits voltages, beaucoup plus du local, d'intégrer des trucs nord-sud, est-ouest au final d'un pays à l'autre. On s'entend et l'Amérique du Nord est un bon point, ils sont capables de justement, et ça c'est les partenariats, et je sais qu'Hydro-Québec travaille très fort là-dessus, mais si Hydro-Québec est capable de faire des partenariats pour partir de ces barrages et amener ça quasiment jusqu'à, je pense qu'ils veulent le faire jusqu'à la ville de New York par exemple, déjà là c'est un bon début, ça intégrerait toutes les villes down the way également, down the road de Montréal au final jusqu'à New York. Tous les États au nord également seraient inclus. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'optimisation à faire et c'est une bonne solution pour l'évolution des réseaux électriques que d'avoir des lignes à haute voltage avec des plus hauts voltages certes, mais également avec des plus grandes distances. Et le dernier phénomène qui était aussi quelque chose de Wendover, et Gab, tu pourras mettre le lien comme toujours dans les commentaires là, pour ceux qui voudront l'écouter parce qu'on ne peut pas le soulever assez au niveau de la description qu'il fait, c'est de bénéficier des phénomènes d'arbitrage. On l'a dit au tout début, le coût de l'électricité et la demande d'électricité n'est pas la même d'une journée à l'autre. Techniquement, dans la journée ou dans la période de la journée, c'est pas au même niveau. Il y a un phénomène qui a été utilisé au niveau hydroélectrique qui est quand même assez intéressant et on peut parler par exemple du Hoover Dam. Le Hoover Dam là, est un barrage significatif aux États-Unis. Bon, pour la période et tout, il y a un aspect historique très intéressant sur le Hoover Dam que j'ai visité et que je dois dire c'est vraiment assez impressionnant à voir. Ouais, mais... qui est à côté de Las Vegas, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. C'est ça qui retient le lac Mead. C'est vrai que c'est très, très impressionnant, effectivement. Exact. Mais le problème, c'est que le lac Mead, justement, est en train de s'assécher de plus en plus et le Hoover Dam, en période de sécheresse estivale, par exemple, n'est plus en mesure de fournir l'électricité au même niveau qu'il le pouvait. Mais c'est la base même d'une section, comme tu l'as dit, du Nevada, où il n'y a pas grand-chose parce qu'ils n'ont pas tant encore investi au niveau, par exemple, du solaire. Ça pourrait peut-être être quelque chose d'intéressant à un certain point, mais bref, je ne m'aventurerai pas davantage là-dedans. Mais il y a certains lieux, et je crois que c'est au Colorado qui était présenté, dans lequel la logique d'un barrage hydroélectrique, visuellement, c'est simple. Là. On a le truc au milieu qui fait l'électricité qui est le barrage. On a un réservoir qui est upstream, là, qui a une élévation qui est bien évidemment plus élevée, et un qui est downstream où l'élévation est plus basse. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a le concept d'arbitrage, donc le fait que le prix et le besoin n'est pas le même à toute heure de la journée au niveau de l'électricité. Mais ce qu'ils font, c'est que lorsque le besoin est le plus élevé, ils font descendre l'eau du réservoir le plus élevé vers le réservoir le plus bas, donc ils produisent de l'électricité, ce qui est très bien. Et lorsque la demande est en baisse, et que donc le coût de l'électricité est plus bas, par exemple pendant la nuit, ils font repomper l'eau du réservoir inférieur vers le réservoir supérieur pour que le lendemain, lorsque c'est le temps d'avoir besoin d'électricité, lorsque le coût est rendu trop élevé ou plus élevé, ils recommencent à produire de l'électricité et ils font cette boucle-là éternellement d'une journée à l'autre. Qui est quelque chose, encore une fois, je vous l'ai dit, là, et c'est pour ça que Gab, je pousse le sujet depuis 3 semaines, 1 mois, je pense, mais c'est quelque chose qui, comme le phénomène EV to Grid, le fait de développer, justement, par exemple, au niveau de l'hydroélectricité, une capacité
à ce qu'on puisse à la fois profiter des périodes d'arbitrage, et on pourrait presque faire la blague avec des éoliennes également, de trouver une manière d'avoir une espèce de grosse fan qui propulse du vent sur les éoliennes en période de pointe. C'est un peu le même concept, là. C'est un petit peu plus dur que la logique de pomper de l'eau de bassin inférieur vers supérieur pour produire de l'hydroélectricité, mais quand même, ça reste intéressant quand même comme concept de développer justement quelque chose d'intégré, plutôt que de dire ok, l'eau était en haut, elle est rendue en bas, c'est terminé. Ben pourquoi ne pas la ramener en haut et reproduire sans qu'il y ait le phénomène de la condensation des nuages qui rentre en ligne de compte. Là, je trouvais que c'était assez intéressant. Donc je sais pas, Gab, si tu as peut-être un petit mot de la fin. Là, c'était les 3 solutions, là, les 3 points, ou juste nos 3 avis sur des éléments qui pourraient permettre de rénover les réseaux électriques. Mais je pense qu'il n'y a pas de bonne solution, mais c'est quelque chose qu'on risque d'entendre parler beaucoup plus. Là. Ouais, bah, je pense un dernier point qu'on on pourrait marquer. C'est quand même plus en lien avec ce que tu avais présenté aussi dans le dernier point. C'est aussi travailler aussi sur la résistance du réseau électrique. On sait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où tu as une incertitude par rapport au changement climatique qui est de plus en plus présente, et particulièrement dans des régions à haute tension. Donc, et à haute tension, d'ailleurs, un jeu de mots. Mais c'est... T'en sors 1, 2, 3, 4 aujourd'hui. Hein. Ok, je suis en forme aujourd'hui. Mais dans des régions où, pardon, il y a des hautes tensions climatiques, pour le coup, et c'est vrai que, par exemple, l'exemple par exemple, du Moyen-Orient, c'est un très bon. On en avait parlé sommairement dans l'épisode sur le train qui avait été développé aux Émirats Arabes Unis entre Abu Dhabi et Dubaï. Mm-hmm. C'est un des exemples, mais c'est aussi présent, par exemple, sur des réseaux plus anciens. Bon, on a parlé principalement de l'Amérique du Nord aujourd'hui, mais tu sais, dans les années 90, particulièrement en 1998, il y a eu une très grosse tempête dans le nord-est des États-Unis qui avait bloqué pendant plusieurs semaines l'accès à l'électricité. Et on voit que le dérèglement climatique, tu vois, il pourrait accentuer et accélérer, si tu veux, la dégradation des infrastructures. Mm-hmm. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis, évidemment, pour rénover ces infrastructures. Et on se rend compte que ces réseaux clés, ils ont tellement une importance considérable que t'as pas le choix de mettre du capex, de faire de l'investissement pour sauver, tu veux, ces infrastructures-là. C'est la même chose, par exemple, pour les infrastructures téléphoniques, la fibre optique, et aussi les routes aussi. On s'en plaint beaucoup aussi en Amérique du Nord de l'état des routes qui est assez catastrophique, mais tout ça fait partie d'un ensemble de réseaux clés qui font que la civilisation humaine et évidemment l'économie de manière générale a besoin de ces réseaux-là. Donc ça fait partie évidemment des clés, des choses qui vont être à développer, et je trouve que ça fait un bon lien avec ce qu'on avait discuté la dernière fois avec le plan d'infrastructure Biden, et tu vois toute cette tension qui se crée, si tu veux, sur combien ça va être, qu'est-ce qu'on va réparer, qu'est-ce qu'on va aussi construire de nouveau, etc. Il y a plein de choses intéressantes, et pour le coup, d'habitude on dit oui, on va vous en reparler, puis parfois on s'en reparle pas parce qu'il n'y a pas eu de nouvelles, mais c'est sûr que ça, je peux vous garantir qu'on va en reparler de qu'est-ce qui se passe dans ce plan d'infrastructure et comment ça va être mis. Et l'exemple évidemment de la grille électrique, je pense, c'est un excellent exemple évidemment d'infrastructures clés qui vont être renforcées ou redéveloppées là. Effectivement. Donc ça complète bien le premier segment, et lançons-nous déjà vers le deuxième, parce que ça fait effectivement un lien. Tu as nommé Biden, tu as parlé d'infrastructure, tu as parlé d'énergie. On va rester dans la deuxième trame, donc lançons le au son de la cloche. Parfait. Donc deuxième sujet, un peu plus, encore une fois, quelque chose, je crois, Gab, là, qui t'intéresse et qui est fortement d'actualité, là. On veut parler plus largement là, de que se passe-t-il avec... Soit on peut parler du prix de l'essence, là, si on veut le voir au niveau consommation, mais on peut parler également plus généralement du prix du baril, si on veut parler niveau marché. C'est quand même assez important là, de le soulever là, au niveau de ceci. Fait que je vais peut-être te passer la balle. Il y a eu quelques événements marquants là, au niveau... entre autres là, de l'OPEP là, qui est en clash un peu avec Biden. On parle également de réserve nationale. Bref, je te lance je fais des bullet points directement pour te lancer la balle, Gab, sur ceci. Là. Ouais, drôle de situation. On avait parlé déjà il y a quelques semaines de cela, des tensions au niveau des prix des énergies, évidemment, qui remontent, et c'est pour ça qu'on en avait parlé un peu dans la première partie, mais pas trop aller trop dans les détails dans le fossile, qui pour le coup va plus nous intéresser dans ce haut son de la cloche.
Grosse volatilité qui, je pense, est expliquée par plusieurs facteurs. C'est vrai qu'il y a eu un choc à la hausse des prix, déjà, en fait, un retour à la normale dans la deuxième partie de 2020, c'est vrai qu'on avait connu, durant la première vague, vous vous souvenez, je l'ai répété plusieurs fois, mais des prix négatifs au niveau des contrats futurs, donc des prix du brut, en fait, donc des barils de brut. Et aujourd'hui, on commence à voir, on avait vu donc du coup deuxième partie pardon de 2020, un retour un peu à la normale avec des prix aux alentours des $50 le baril, ce qui se faisait en fait depuis 2015. En fait, on avait eu évidemment l'OPEP qui était pas très content évidemment de l'apparition du schiste, donc du pétrole de schiste qui était l'alternative qui était assez populaire quand les prix du pétrole permettaient à ce que ce soit rentable. Quand tu avais un baril à 80 à $90 le baril, bah, tu pouvais tout te permettre. L'industrie pétrolière était vraiment au sommet. On les voyait développer énormément de projets, par exemple dans les sables bitumineux du Dakota ou de l'Alberta au Canada, mais aussi dans d'autres pays. Évidemment, c'est plus d'actualité. Aujourd'hui, on est dans une actualité où là maintenant, c'est le brut, tu sais, qui vient évidemment d'Arabie ou par exemple des champs du Texas ou du Golfe du Mexique qui sont vraiment très productifs, ou même par exemple le pétrole, par exemple en Amérique du Sud, qui pour le coup est extrait directement depuis des plateformes offshore. Donc c'est plus facile comme technologie que le fracking, qui pour le coup est beaucoup plus complexe et demande beaucoup plus de travail par rapport à du pétrole brut. Alors aujourd'hui, on est dans une situation où là, on a connu depuis 2-3 semaines une redescente un peu des prix. Il faut avouer qu'ils avaient été pas mal mis sous pression avec évidemment la relance, le bottleneck dans la supply chain qu'on avait déjà parlé. Pardon encore une fois pour les anglicismes. Euh, et là, on a vu le brut a été à son sommet il y a quelques semaines, à peu près aux alentours des $80 le baril. Je crois que c'était aux alentours des $78. Des derniers jours, et on est aux alentours des 70, 71, $72. Une baisse un peu, qui peut être expliquée aussi vraiment par l'utilisation supplémentaire des ressources existantes. Quand les prix des barils étaient très très faibles, tu avais un incitatif pour que les compagnies elles stockent, elles mettent dans des énormes silos. Vous en avez probablement, je suis quasiment sûr que vous avez une raffinerie pas très loin de chez vous, partout où vous trouviez, ou un centre, en tout cas un dépôt de pétrole. Et ces dépôts-là étaient pleins à craquer là, durant la première vague. Là, on a une libération de ces réserves-là, on commence à les utiliser, ce qui fait que bon, tu as un peu moins de pression au niveau de la supply, encore une fois, malgré que tu aies une demande qui est accrue. Et ce qui fait que, bon, alors là, on a évidemment un cours qui commence à redescendre. Par contre, c'est vrai que ça crée de la tension géopolitique parce que, vous savez, les intérêts des uns sont un peu le contraire de l'autre. Tu as les pays producteurs, donc par exemple les pays du Golfe, donc l'OPEP, principalement, qui est le plus grand cartel du monde, et cartel légal, là, c'est pas les cartels de la drogue d'Amérique du Sud, qui évidemment sont pas très contents parce que, évidemment, on va plus acheter chez eux, on va utiliser les réserves qu'on a déjà. Et évidemment, l'administration Biden évidemment va défendre beaucoup plus son point, et puis évidemment l'OPEP évidemment va prêcher dans son église. Mais c'est un peu toujours comme ça, hein, en diplomatie internationale, c'est toujours c'est l'autre qui est méchant. On le voit bien même ces dernières semaines avec la Chine qui est pas très content, et les États-Unis qui ont fait le boycott diplomatique, par exemple aux JO d'hiver de Pékin 2022. Il y a toujours la parole de l'un contre la parole de l'autre, donc c'est jamais très facile de se donner une opinion évidemment personnelle évidemment sur chacune des situations, surtout quand c'est un pays, ça nous concerne pas vraiment là. Ben, exact. Puis, je pense que le but est vraiment de faire un topo rapide, là, parce qu'au final, la situation est quand même relativement récente, mais comme tu as dit, c'est du pareil au même à un certain point. Donc, comme tu l'as bien dit, les réserves stratégiques des pays occidentaux sont en forte utilisation présentement. Le Biden, en fait, comme toujours, les États-Unis ont lancé un peu la vague. Là, le Canada a suivi, et même plusieurs pays européens ont suivi. On parlait même que peut-être la Chine le faisait déjà de leur côté, l'Inde pour embarquer. Bref, il y a les grands pays qui consomment, comme tu l'as dit, le pétrole, entre autres, de l'OPEP, là, des pays exportateurs. Commencent à utiliser leur propre pétrole, tu l'as dit. En contrepartie, l'OPEP veut réduire leur production, ce qui va amener les cours vers la hausse, ce qui va encore une fois avoir un impact indirect, on ne se le cachera pas, sur les pompes et donc sur le prix de l'essence. Donc c'est là où, encore une fois, c'est le clash éternel entre justement les intérêts nationaux, mais également le fait que l'OPEP, d'une certaine manière, et ça c'est ma vision d'une certaine manière, mais l'OPEP a toujours le dernier mot sur le fait que
de par le contrôle qu'ils ont et la quantité de ressources qu'ils ont. Mais au final, si le désir de faire du mal aux consommateurs, ben la pression va revenir. Par exemple, si les consommateurs américains sont rendus à payer beaucoup trop cher parce que l'OPEP a réduit leur production et le cours était en hausse, par exemple, au niveau du brut, et ce qui a un impact downstream sur toute la production au final, pour qu'on arrive vers l'essence qui sort de la pompe, là, ben ça va finir quand même que Biden va devoir faire quelque chose pour mettre de l'eau dans le vin. Donc ça revient un petit peu du pareil au même. Comme tu l'as dit, l'OPEP a toujours un petit peu, selon moi, le gros bout du bâton dans tous les échanges de ce type-là. Et c'est pas appelé à changer encore une fois. Le seul point, le seul astérix, c'est peut-être, Gab, je vais te laisser faire le petit mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose sur ce segment-ci. Mais le petit astérix également qu'il mentionnait, c'est ben, le fameux variant qu'on a fait un topo dans un autre épisode récent, amène potentiellement, dépendamment de ce qui se passe, là, un retour à la bonne vieille méthode. Là. Tout le monde est de chez soi, beaucoup moins de déplacements et tout. Donc la demande également serait en baisse à la source au niveau du produit fini qui est l'essence, ce qui pourrait avoir un impact similaire au niveau du prix à la baisse, là, un petit peu comme tu avais mentionné, Gab. Là. Il parle, est-ce que c'est un retour un petit peu à ce qu'on a vécu avec les prix qui étaient en baisse jusqu'à devenir négatifs. On ne dit pas que ça va devenir négatif, bien évidemment, là, mais il y a encore une fois des incitatifs à avoir des fluctuations à la hausse et à la baisse des cours. Ce qui n'est pas forcément idéal lorsqu'on parle de l'or noir et bien évidemment de toutes les utilisations qu'on en fait, au-delà bien évidemment là, de l'essence, mais dans tout en fait ce qu'on produit, là, d'une certaine manière, ça a des impacts partout. Ouais, et puis au-delà aussi du côté prix évidemment du brut, c'est vrai qu'il y a le prix à la pompe souvent qui est beaucoup plus un enjeu politique. On le sait, d'ailleurs tu as une augmentation assez fulgurante des prix du gaz aussi, particulièrement en Europe de l'Ouest, qui fait que bah, c'est vrai que ça crée de la tension politique, etc. Ça concentre l'énergie, j'ai envie de dire les malheurs du monde. En fait, c'est un peu triste ce qu'on va dire, mais c'est vrai que souvent pour se chauffer, c'est une ressource évidemment essentielle. Et c'est vrai que le fait de mettre même de l'essence dans ta caisse aussi, c'est malheureux, mais t'as pas le choix. Les gens de la classe moyenne, ils n'ont pas le choix évidemment pour pouvoir se rendre au travail. Donc c'est tout un tas de facteurs qui fait que on n'est pas au bout de nos surprises dans ce secteur passionnant qu'est l'énergie, mais je pense qu'on fera pour le coup, et encore une fois je me répète, mais un topo là-dessus. Je pense que mon opinion personnelle quand même vient à se dire que quand même on va avoir une stabilisation des cours du pétrole quand même d'ici les prochains temps. Et puis la meilleure façon de le voir, et on en avait déjà fait un topo, je pense alors ça fait un bout pour le coup, mais ce qu'on appelle les courbes les courbes de prix futurs, donc qui sont en fait la visualisation des différents prix selon certaines échéances. Et bien en ce moment, les courbes et les prix en fait futurs des commodités, donc principalement le brut, donc qui est mesuré, on vous le rappelez, avec deux indices principaux, donc le WTI, donc le West Texas Intermediate, donc qui est plus un cours américain, donc qui est basé dans l'Oklahoma. Et tu as le Brent, donc, qui lui est basé à Londres, mais les deux sont très similaires. Et tu vois, les deux affichent, tu veux, des prix descendants. Donc, tu vois, sur l'horizon 2022-2024, on est quand même dans des cours aux alentours entre 65 $ le baril. Et pour l'horizon 2029, on est plus aux alentours des 60 $ le baril. Donc, on est quand même vers une projection, évidemment, ça c'est une projection, les courbes, c'est la meilleure estimation qu'on puisse faire des cours en fonction de la demande et l'offre qui était postée par les marchés. De l'information actuelle, ouais. Exact. Et bah tu vois, on est dans une synonyme où on a une baisse des cours. Et cette baisse, ça s'appelle une backwardation exactement en finance. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire quand même que tu vas avoir quand même une demande qui va être un peu plus à la baisse ou justement une offre qui va permettre de compenser évidemment cette demande accrue. Moi, je pense qu'on a aussi l'effet évidemment des transitions énergétiques qui sont à noter, donc qui vont mettre un peu plus de descente au niveau de la demande et même une offre qui est quand même suffisante dans la plupart des pays. La question est de savoir est-ce que les compagnies énergétiques vont réussir à survivre avec un cours du baril à 60. C'est toute la difficulté en sachant que l'or noir tel qu'on le connaît, donc on a juste à creuser une pelle en Arabie et ça n'existe plus vraiment. Aujourd'hui, il faut du pipeline, soit il faut faire de l'extraction, par exemple en offshore, qui est très coûteuse et qui, même si la technologie est quand même solide, elle a des dégâts évidemment environnementaux qui peuvent être terribles. On se souvient au golfe du Mexique en mi-2000, où ça avait été une catastrophe. Ça, c'était en 2006. Mais, Deepwater Horizon. Deepwater Horizon, c'est ça. Et
Bref, c'est plein d'idées qu'on vous jette en l'air, tu vois, mais que je trouve hyper intéressant. Et tu vois, on pourrait en parler pendant des heures parce que ça fait déjà, je pense que je vois que l'heure tourne pas mal et je pense qu'il va être temps de rentrer l'antenne. Mais c'est plein d'idées quoi, tu vois, que j'adore parce qu'on les jette en l'air. Et puis c'est à vous évidemment d'avoir évidemment votre opinion là-dessus. Là. Absolument. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Bon point, Gab. Donc, je pense que ça fait effectivement le tour là, pour un épisode quand même bien chargé niveau énergétique là, aujourd'hui. Là, un épisode qu'on avait dit qui était... Ça faisait longtemps qu'il était sur les tables, donc bien content de vous l'avoir présenté en espérant que vous l'ayez aimé. Je vais te laisser, Gab, si tu peux faire le petit mot de la fin, là, mais bien évidemment, étant donné que c'est un sujet rempli de passion et d'opinion, n'hésitez pas si vous en avez à les mettre en commentaire sur YouTube, entre autres. Et je te lance la balle, Gab, également, pour qu'est-ce qu'on peut faire en même temps, où est-ce qu'on peut le retrouver et qu'est-ce qui aide beaucoup le podcast en termes de référencement. Bah, la meilleure façon, c'est sûr, c'est d'y aller sur YouTube et de mettre un petit like et un petit commentaire. Si vous avez des questions, d'ailleurs, c'est la meilleure façon de nous contacter. On essaye toujours d'être proactif et de répondre rapidement, évidemment, à vos questions. Ça nous fait plaisir. Vous avez vu, d'ailleurs, on avait même fait des épisodes spéciaux, suggestions d'un abonné. On répond à votre question, puis ça nous fait très plaisir. Et je trouve que c'est la meilleure façon aussi de trouver des nouvelles idées de sujets, même si tu vois, on arrive à en trouver à chaque semaine quand même depuis 1 an et demi, donc je suis assez positive. Je vous souhaite aussi, si vous commencez votre période des fêtes, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, encore une fois, une excellente saison des fêtes, en espérant que vous avez passé du bon temps en famille et bonheur, prospérité, santé, comme on dit. Hein, mais peut-être qu'on le dira une deuxième fois aux alentours du 1er janvier. Effectivement. Et n'oubliez pas, donc, pour les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast, Overcast, Google Podcast, vraiment toutes les plateformes audio disponibles. Et ça nous fait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner sur ces dernières si vous préférez la version audio. Et en attendant, moi je vous souhaite une très bonne semaine à tous et au plaisir. Bonne semaine tout le monde. Salut.